La suite du Grand Direct sur i24 News, on va s'intéresser donc à ce classement annuel publié par le magazine américain Forbes, celui des personnages les plus puissants de la planète. Pas les plus riches, attention, les plus puissants. Et on en parle avec deux connaisseurs. Le professeur Denis Charbit, bonsoir, professeur à l'Université ouverte d'Israël, spécialiste donc de sciences politiques et de relations internationales. Et Daniel Ben-Simon, ancien député à la Knesset, journaliste, bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors, la vraie surprise de ce classement, ce sont bien sûr les deux premières places. Le challenger qui passe devant celui qui était bien installé, pensait-on. Barack Obama devient deuxième et Vladimir Poutine désormais donc premier. Donc on est bien d'accord, classement établi sur des critères de puissance, d'influence, comme le dit le magazine américain. Est-ce que ça vous semble résumer, Denis Charbit, à quoi on a assisté cette année, c'est-à-dire peut-être un retour au premier plan de la Russie au détriment des États-Unis ? Oui, ça me semble être un critère relativement objectif. Il ne s'agit pas de dire qu'on a plus de sympathie pour les uns ou pour les autres. Il s'agit de démontrer, de définir qui a eu le plus d'influence. L'influence étant définie de manière la plus stricte, la capacité d'un pays A ou d'un dirigeant A de pousser un dirigeant B à faire ce qu'il veut, à faire ce qu'il souhaite. Et incontestablement, sur le dossier syrien, sur le dossier des armes chimiques, incontestablement, personne ne peut dire le contraire, Vladimir Poutine a réussi à sortir son épingle du jeu, là où on le trouvait allié détestable de la Syrie. Barack Obama s'est incliné, il s'en est bien sorti, mais c'était quand même plus lourd, plus compliqué avec cette histoire, les lignes rouges finalement, je demande l'avis au Congrès. C'est sûr que Vladimir Poutine montre bien, au terme de pas mal d'années, que son projet fondamental de redonner à la Russie le lustre d'antan, c'est-à-dire la puissance avec laquelle le monde occidental et les États-Unis doivent compter, c'est clair qu'il a obtenu. Maintenant, n'oublions pas, c'est provisoire. Dans un an, il y aura un autre sondage, un autre baromètre, et il faut bien comprendre que ces puissances-là ne durent jamais trop longtemps, pour ceux qui s'en inquiètent. La Russie, quand même, première. Mais il y a que, je veux, Jean-Charles, voler cette occasion que je suis là pour féliciter Denis Charbit pour son nouveau livre qui vient de paraître il y a quelques semaines sur les pensées, les grandes pensées françaises, les penseurs, et l'occasion pour lui dire bravo. Et sur votre question, je pense que les États-Unis maintiennent toujours cette puissance, la première puissance mondiale. Ils ont une mauvaise année, deux mauvaises années. Et il y a une sorte de faiblesse dans une démocratie. C'est difficile de faire marcher une démocratie contre cette dictature russe. Mais bien sûr que Poutine est en meilleure position, si vous voulez, de faire cette politique envers la Syrie surtout. Obama a eu des problèmes. C'est une démocratie américaine qui des fois fonctionne très mal. Et on a l'impression qu'il hésite, qu'il n'est pas fort, qu'il perd sa force, qu'il est faible. Déjà, on parle de lui comme si c'était un ancien président, alors que Poutine est là parce qu'il est seul. Il n'y a rien au-delà de lui, au-dessus de lui. Il est vraiment le patron de la Russie. Et dans les yeux, c'est-à-dire que je dirais que c'est vrai, sur la question de la Syrie, la Russie a gagné. Et puis c'est une décennie qui est très mauvaise pour les Américains. L'Afghanistan, l'Irak, presque la Syrie, l'économie qui est en 2008. C'est une décennie très mal qui a commencé avec septembre 2011. Non, c'est avec 2001. Et on a l'impression que ça ne marche pas. Mais il ne faut pas oublier que les Américains sont toujours la grande puissance mondiale, militaire, économique, sociale. Miné par des problèmes intérieurs quand même. Exactement. Peut-être plus Obama que Poutine. Il en a aussi, Poutine. Oui, il en a et il est très contesté. Mais c'est vrai que là, le mauvais quart d'heure qu'il a passé avec le budget de l'administration américaine, l'obstruction des républicains, c'est vrai que ça a été difficile. En même temps, là où Obama aurait pu prendre la première place si les négociations avec les Iraniens avaient déjà beaucoup progressé, si l'issue est positive, il n'y a pas de doute qu'Obama redeviendra le premier. Il y a John Kerry, il faut bien en parler, ce sont nos affaires. On voit beaucoup de ténacité. Les résultats, on ne les attend pas encore pour l'immédiat. Donc de ce point de vue-là, on peut espérer pour les Américains que l'année 2014, soit plus mais Denis, favorable. est-ce que les Américains aiment le mot malaise? Ils ne parlent pas français, mais le mot malaise passe aussi en anglais. Et il parle d'un malaise. Dans la presse américaine, il y a une sorte de malaise presque comme en France, où les choses ne bougent pas. Ça ne va pas. Il n'y a pas ce dynamisme américain qu'on connaissait dans les années Clinton, dans les années... Et là, on a l'impression qu'Obama reflète une faiblesse américaine. On l'entend pas, on le voit pas.
il n'est pas sûr de lui. Il a perdu cette confiance qu'il avait. Le monsieur qui a fait ébranler des millions avec son rêve, et là, on a l'impression, il a gagné ces élections là, la deuxième fois, il s'est fatigué. Alors que le Russe est en pleine forme. Mais il ne faut pas oublier que les Américains restent toujours les maîtres du jeu partout dans le monde. Ils ont des bases militaires partout dans le monde. L'économie mondiale dépend d'eux, mais je crois on a l'impression que les Américains ne sont pas présents comme ils étaient avant. Et Obama reflète une sorte d'intellectuel, j'ai l'impression qu'il devait être à l'université. Avec vous peut-être, dans l'université américaine, c'est un penseur, c'est un monsieur gentil, qui n'aime pas tuer. Il a eu le prix Nobel de la paix, bien avant la paix, mais j'aurais voulu qu'il sera président dans des temps moins turbulents. Et on a l'impression que c'est pas une bonne période pour lui. Avec les fous qu'il y a autour, au Moyen-Orient, Obama essaie de trouver la raison. Ce qu'il a fait en Syrie. Ici, en Israël, on pensait que c'était un homme faible. Le fait qu'il a trouvé une solution de paix, on a dit ce monsieur ne vaut rien du tout. Nous, on aime la force. Vous savez ça, Jean-Charles. On aime régler les choses, des fois par force, et surtout avec les Arabes. Alors qu'Obama est venu avec une solution qui est très bonne pour nous aussi. Mais, vous parlez de paix, il y a une certaine faiblesse qui va avec ça. On a beaucoup aimé George Bush, parce que c'était un casseur. Bon, pourtant, le pape, qui est quand même un homme de paix, est 4e dans ce classement. Donc ça veut dire que la paix a quand même représenté. Il est religieux aussi. C'est un homme de religion. Ouais. On aime, et le pape va venir prochainement. On n'a aucun problème. Mais ce qui m'inquiète, c'est la France. Alors la France, effectivement, François Hollande, qui est très très mal dans les sondages de popularité déjà en France, et bien là, dans ce classement-là, passe de la 14e à la 18e place. Pour prendre un élément de comparaison, Angela Merkel, chancelière allemande, on parle souvent du couple franco-allemand, est 5e de ce classement. Il y a un vrai décalage. La France perd on va pas dire de sa lumière dans le monde, mais quand même de son influence pour vous, Denis Charbit. Oui, je crois que d'abord, il faut mettre les choses au point. Angela Merkel a quand même beaucoup plus d'années d'exercice du pouvoir. Elle a révélé son leadership, où elle est quand même malgré tout contestée. Rappelons-nous la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Néanmoins, c'est vrai que François Hollande, qui a quand même fait pas mal de choses dans le domaine de la politique étrangère, n'a pas encore pris une stature ni européenne ni internationale. Il a une opinion intérieure qui le dessert pas mal. C'est vrai qu'en plus on est dans un système de quinquennat, donc il n'a pas beaucoup de temps devant lui. En même temps, si le 14e c'était Nicolas Sarkozy, dont on parlait beaucoup, on peut pas dire. Je suis convaincu que les Français auraient pensé que la place de Hollande était bien plus basse que la 18e place au lieu de la 14e place. Mais c'est vrai qu'il doit encore montrer un peu plus. Alors, est-ce que c'est simplement de la force, de la puissance? Je ne suis pas sûr. De ce point de vue-là, la place du pape montre bien qu'on reste encore sensible au verbe. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on attend des chefs religieux, d'autant qu'on les sent généralement tellement radicaux que là, il y a une sorte de, comment dirais-je, d'ouverture pour enfin un pape qui actualise, qui modernise, qui essaye de parler un langage que même des gens qui ne sont pas catholiques ni croyants peuvent entendre. Et puis, je vais vous raconter une chose qui n'est pas très gentille, mais le président français arrive dans 2 semaines, vous savez ça. Il va dîner chez le président Pérez, comme a fait Sarkozy il y a 3 ans ou 4 ans. Et quand Sarkozy a dîné chez Pérez, il y avait des milliers de personnes qui voulaient participer. Ils auraient fait tout pour s'asseoir, pour participer, et non pas parler de s'asseoir à côté. Et là, pour Carla Bruni, je pense. Certainement. Mais là, le président Hollande arrive et on me raconte du bureau du président qu'il n'y a pas cet enthousiasme. Pas le même engouement. Bon, il faut dire que Sarkozy a réalisé des scores en Israël pour la présidentielle qui sont plus soviétiques. Oui, démocratique. Non, je le conteste parce que l'abstention était aussi un record. La circonscription, pour vous dire que l'abstention, c'était aussi. Nous, les Israéliens, nous ne sommes pas indifférents à la force, au charisme. Et nous avons l'impression, et je parle à ton nom aussi, j'espère. On va voir. On va voir. Mais nous ne sommes pas indifférents. On aime les gens forts, les gens qui ont ce charisme. On a aimé beaucoup Clinton, on a aimé Sarkozy. Et Hollande et Obama sont des présidents un peu bizarres aux yeux des Israéliens. Qu'est-ce qu'ils parlent exactement? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a pas de milieu chez nous. Il y a ou la paix ou la guerre. Et nous n'avons pas développé encore. Il faut peut-être que tu écriras sur ça un jour, mais ce milieu, c'est ni guerre ni paix, mais il faut chercher le moyen de faire des progrès. Et là, je crois que Hollande
il est dans la même catégorie que d'un président qui ne montre pas sa force, il parle gentiment. Et le Mali. Non mais attends, il faut faire la distinction mais entre l'image et les actes. Eh ben, je suis désolé, l'intervention française au Mali montre bien qu'on a eu un président qui a été capable, en dépit de son ancrage socialiste, d'aller combattre le djihad dans le désert. Mais malgré ce que vous dites, il y a cette image. Il y a cette image. Et l'image, des fois, nous sommes à la télévision. Aussi pour la Syrie. Nous sommes ici à la télévision et l'image, des fois, Denis et raconte l'histoire beaucoup fortement que les mots. Et là, cette image de deux présidents qui sont là, qui à mes yeux sont très réussis, mais aux yeux de la communauté internationale et de Forbes, de ce journal américain très riche, très capitaliste, qui choisit un communiste en tant que quelqu'un qui donne l'influence. Alors je dirais que ça montre le choix aussi reflète le choix des gens. Comment les Américains, les Israéliens, qui se ressemblent beaucoup, voient la notion de la politique. Quelle est la vraie politique à leurs yeux? Je suis tout à fait d'accord. Ça mesure plus la perception des hommes politiques que ce qu'ils font véritablement et que ce que l'histoire retiendra. Voilà. Ouais. Alors justement, il y a aussi un élément intéressant dans ce classement. On descend un peu plus bas, là évidemment, on quitte les toutes premières places, mais c'est normal puisque la sphère d'influence se réduit aussi pour ces chefs d'État. On trouve à la 23e place le guide spirituel de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, 23e, juste devant Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, parce qu'il n'y a pas que des politiciens. Et à la 26e place, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui est derrière donc le guide spirituel de l'Iran. Comment il faut interpréter ça? On vient de parler de la force des politiciens. Monsieur Netanyahou, il faut dire ça à sa faveur. Il n'a pas fait de guerre. Mais il est perçu par les Israéliens comme un homme fort. Regardez l'ironie de cette situation. Alors que Pérez a fait plus de guerres et les autres. Mais Pérez, aux yeux des Israéliens, ne peut pas être Premier ministre parce qu'il est faible. Alors que M. Netanyahou ne fait que parler, ne fait pas de guerre, mais c'est un homme fort. C'est le monsieur de la droite, il fait ce qu'il veut. Et là, pour vous dire que maintenant, le problème sans Khamenei, sans Ahmadinejad, il faut trouver une autre politique envers l'Iran. Peut-être que ça va changer parce que Ahmadinejad, la personnalité et leur discours ont changé. C'est eux qui ont vraiment décider la politique israélienne envers l'Iran, l'Holocauste et ce qu'on a parlé. Alors, sans Khamenei, sans Ahmadinejad, non, il est malade. Simplement, voilà, il a disparu de la scène. Certains médias s'interrogent parce que ça fait plusieurs jours qu'il a plus d'apparition publique. Avec Netanyahou, ça peut changer les choses. C'est surtout, à mon avis, déjà la traduction de l'influence de Rouhani, en tout cas du changement apparent ou réel que ça introduit. Visiblement, il a, après tout, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'il mette en place cette nouvelle option, enfin, en tout cas, le consentement à la négociation. Et ben donc, du coup, le guide spirituel, il perd un peu de plume, mais visiblement, lui aussi a dégringolé en termes, encore une fois, d'influence, puisque si c'est lui qui a soutenu Ahmadinejad pendant des années, finalement, aujourd'hui, c'est plus cette ligne-là qui est adoptée. Alors, soit c'est que Khamenei a changé, soit c'est que Rouhani a plus de poids que ce qu'on lui prêtait initialement. Ça, on verra. Alors, quand on trouve à la 26e place le représentant d'un pays qui n'a que 8 millions d'habitants, c'est quoi? Ça veut dire qu'Israël occupe l'espace finalement, que peut-être sa géographie de lui permet. Netanyahou et Israël occupent l'espace. C'est une puissance nucléaire, d'après les experts, la 4e, 5e mondiale. C'est une économie très forte. Elle joue un rôle, Israël joue un rôle au Moyen-Orient et qui a un effet sur la communauté internationale, sur le monde arabe, le monde musulman, et là pour vous dire que c'est pas Netanyahou, c'est Israël. Et je crois que tout Premier ministre aurait occupé cette place. Moi, je pensais qu'il serait dans les 10 premiers. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que le monsieur... Je pense que cela traduit, à mon avis, l'effet de ce qu'on a appelé la perte de centralité du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, quand on dit monde arabe, on ne pense plus tout de suite Israël-Palestine. À moins que le rédacteur de Forbes est antisémite. Et il a décidé de jeter Netanyahou derrière. Mais il est juif par ça. On ne va pas lui faire ce procès-là. D'un mot, on trouve également, parce que ça aussi c'est important, un autre représentant d'un pays qui n'a pas beaucoup d'habitants, c'est le roi Abdallah d'Arabie Saoudite à la 8e place. Ça vous surprend, c'est le pétrole encore qui régit beaucoup à votre avis,
de relations dans le monde? Non, je dirais que c'est peut-être le coup de colère qu'ont pris les Saoudiens en refusant le Conseil de sécurité. Ça a fait une preuve comme ça d'audace, je dirais. On aurait pu être convaincu qu'ils l'accepteraient, première fois que l'Arabie Saoudite entre dans la cour des grands. C'est peut-être aussi finalement que, voilà, il y a quand même beaucoup d'ignorance. Est-ce qu'on connaît les chefs d'État africains? Est-ce qu'on connaît les chefs d'État arabes? Très peu finalement. Je pense que ça traduit quand même, qu'on le veuille ou non, c'est bien pour ça que c'est américain et Forbes, ça traduit un regard occidentalocentrique sur le monde. Moi, je ne sais pas ce que le roi d'Arabie Saoudite fait dans les 10 premiers, même les 20 premiers. Je m'attendais... 7e? Ouais, 8e. Alors, 8e, le rédacteur est pro-arabe, je crois. mais j'aurais pensé voir le général Assisi, qui a changé les données de cette région. Et peut-être s'il sera le prochain président, il a cassé l'islam politique dans son pays. Il n'est pas là-bas. Alors que le roi d'Arabie Saoudite, qui a son trésor à côté, il se trouve dans les 10 premiers. Ça, merci Daniel Ben-Simon, merci Denis Charbit, merci à tous les deux. Le Grand Direct continue dans 10 minutes, à tout à l'heure après le journal.